Ceci est un verre d'eau froide, et ceci est un verre d'eau chaude. Vous voyez une différence, vous? De l'eau, c'est de l'eau, non? Et pourtant, il ne fait aucun doute qu'on a là un verre d'eau froide et là un verre d'eau chaude. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre l'eau chaude et l'eau froide? Et d'ailleurs, ça veut dire quoi, chaud ou froid? À dire vrai, ça ne fait pas si longtemps qu'on y voit parfaitement clair sur cette question, et ça va être notre sujet du jour. Et on va voir que parmi les scientifiques qui ont contribué à faire la lumière sur la chaleur, se trouvait un certain Einstein. Sacré Albert, décidément très en forme en cette année 1905. Le 19e siècle est celui de la machine à vapeur. C'est pour cette raison, et pour fabriquer des machines toujours plus efficaces, que de nombreux scientifiques se sont penchés sur le sujet à l'époque pour comprendre et mettre en équation la chaleur et l'énergie. Alors d'abord dans le cas des gaz. On visualise assez facilement qu'un gaz dans une bonbonne fermée, ce sont des molécules, azote et oxygène par exemple, qui composent essentiellement notre atmosphère, qui s'agitent frénétiquement, se percutent entre elles et viennent cogner les parois de la bonbonne dans un joyeux bazar. Boltzmann, Clausius et Maxwell ont œuvré pour mettre tout ça en équation et les vérifier expérimentalement. Et c'est ainsi qu'on a compris deux choses essentielles. Premièrement, la pression exercée par un gaz sur une paroi est causée par les chocs des molécules qui viennent cogner cette paroi. Et deuxièmement, la température n'est ni plus ni moins que la mesure de l'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie due à la vitesse, des molécules de gaz qui s'agitent. Et plus le gaz est chaud, plus cette vitesse est élevée et réciproquement. Concrètement, quand vous utilisez un sac compacteur de vêtements par exemple, vous retirez l'air qui se trouve à l'intérieur avec un aspirateur. Il n'y a plus de molécules d'air pour taper à l'intérieur et seules les molécules de l'air extérieur viennent percuter le sac qui se compacte, jusqu'à ce que les housses de couette à l'intérieur opposent suffisamment de résistance à la poussée extérieure. Autre conséquence pratique, les physiciens ne mesurent pas la température en degrés Celsius ou Fahrenheit ou ce que vous voulez, mais en degrés Kelvin, du nom du scientifique anglais Lord Kelvin, où 0 degré Kelvin serait la température où les molécules sont presque immobiles, c'est-à-dire où leur énergie est minimale, sans être nulle en vertu de lois de la physique quantique sur lesquelles on ne va pas s'étendre aujourd'hui. Bref, pour les gaz, les choses sont assez claires. Mais pour un liquide, si je place de l'eau dans une bonbonne, elle va sagement rester dans le fond. Alors qu'est-ce qui définit sa température? Eh bien, quand je dis qu'elle va sagement rester dans le fond de la bonbonne, c'est pas tout à fait vrai. Et le premier à l'avoir constaté, de ses propres yeux, c'est Robert Brown, toujours au 19e siècle, botaniste de son état, qui observait au microscope des grains de pollen en suspension dans l'eau. Et il constata que ces grains présentaient de petits déplacements saccadés et dans des directions aléatoires dont il ne comprit pas à l'époque la cause. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense, les molécules d'eau invisibles au microscope, car trop petites, sont comme les molécules de gaz en perpétuelle agitation. Le mouvement des grains de pollen est donc dû au choc aléatoire des molécules d'eau sur eux. Dans un liquide, les molécules se percutent entre elles beaucoup plus souvent que dans un gaz, car elles sont bien plus proches les unes des autres, mais le principe est le même. La température est une mesure de la vitesse moyenne des molécules de liquide. C'est ce qu'Einstein a proposé dans une publication de 1905 über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in der runden Flüssigkeit suspendierten Teilchen, et pas moins. Mais en fait, vous saviez déjà tout ça. Si vous laissez tomber une goutte d'encre dans un verre d'eau, la goutte va se diffuser et se disperser dans tout le volume d'eau. La diffusion aléatoire de l'encre est bien la preuve que les molécules d'eau se déplacent, elles aussi aléatoirement. Elles bousculent les molécules d'encre et la répartissent dans tout le volume. Et plus le liquide est chaud, plus la diffusion est rapide, car plus les molécules du liquide sont agitées. Si je reviens à mes deux verres d'eau du début, la différence entre eux n'est pas visible, elle tient à la vitesse des molécules d'eau dans chacun d'eux. Alors, ok pour les gaz, ok pour les liquides, mais alors pour les corps solides, est-ce que les molécules de ma tasse se déplacent à une vitesse qui dépend de la température? Heureusement non, sinon les solides ne seraient pas solides, justement. Dans le cas des solides, où par définition chaque atome est lié à ses voisins dans une configuration précise, les atomes oscillent autour d'une position moyenne. Et c'est tout le solide qui vibre atomiquement, en quelque sorte. Les physiciens associent à ce phénomène le concept de phonon dont vous avez peut-être entendu parler. L'énergie est liée à cette vibration et non plus à une vitesse de déplacement comme pour les liquides ou les gaz. Eh oui, c'est bien agité tout ça quand on regarde à l'échelle atomique.
En résumé, température et agitation, vitesse ou vibration sont liées. Ceci étant posé, on explique très simplement comment l'eau chaude réchauffe la tasse froide. Les molécules d'eau chaude viennent percuter les atomes de la tasse, elles cèdent un peu de leur énergie cinétique et repartent un peu moins rapide. Les molécules de la tasse qui ont été percutées vibrent un peu plus fort, ce qui veut dire que la tasse devient plus chaude. Les agitations, de nature différente, s'équilibrent entre le liquide et la tasse et finissent par avoir la même température vue à notre échelle. Et maintenant, on peut réinventer l'eau tiède, ce qui, vous le comprenez, n'est pas si évident que ça. Quand on verse de l'eau froide dans de l'eau chaude, il se produit un grand nombre de chocs entre molécules d'eau qui ont des vitesses différentes. Celles de l'eau chaude, qui vont le plus vite, vont céder un peu de leur énergie, et vont donc ralentir, à celles qui vont le moins vite et qui vont accélérer. Et assez rapidement, à la faveur de ces chocs, toutes les molécules d'eau auront la même vitesse moyenne statistique et on aura fabriqué de l'eau tiède. On voit là un deuxième exemple de la façon dont le chaud réchauffe le froid jusqu'à atteindre un équilibre, avec la rencontre de molécules et d'atomes dont l'agitation ont des vitesses différentes. Mais, minute papillon! Comme dirait le professeur Bucella, tout le monde sait bien que le Soleil réchauffe la Terre alors qu'il se trouve à 150 millions de kilomètres de nous. Alors, pas de choc entre atomes ou molécules possible à une telle distance. Eh bien, c'est une question de rayonnement électromagnétique et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et un petit point pour terminer, si vous aimez ce format et son contenu, abonnez-vous à la chaîne et commentez, c'est toujours très encourageant. Merci, à bientôt!